Il est 8h18. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin, Quentin Salambien, il est référent Horizon Jeunes en Ille-et-Vilaine et il est avec nous en direct dans la matinale de Bretagne 5 malgré quelques retards de train. Mais voilà, l'essentiel c'est que vous soyez là au micro. Je vous en remercie. Bonjour. Bonjour Monsieur Hamon, merci. Je suis très content de revenir sur ce plateau. Voilà. Alors on va essayer d'être sérieux. Après la chronique de Christophe Hamon, on va parler de choses sérieuses et on va parler de politique ce matin. Je voulais vous entendre avant tout aussi sur cette agression dont a été victime le maire de Saint-Brieuc, Hervé Guillard, hier. Beaucoup d'élus se plaignent d'être souvent pris à partie par leurs administrés ou par des personnes déséquilibrées. C'était le cas à Saint-Brieuc. Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète même la jeune génération dont vous faites partie, la jeune génération politique ? Alors déjà, je tiens à réellement apporter mon soutien au maire de Saint-Brieuc et lui dire à quel point la jeunesse aussi, du moins en ce qui me concerne et pour les jeunes horizons avec qui j'ai eu l'occasion d'en discuter hier, sont sensibles à ces attaques qui malheureusement sont perpétrées de plus en plus et ce qui est pour nous quelque chose d'absolument scandaleux. Nous avons de plus en plus d'agressions d'un point de vue général. Aujourd'hui, on voit que ces agressions, entre guillemets, concernent tout le monde, y compris les élus de la République, ceux qui sont en possession d'un mandat et qui sont là pour représenter les citoyens. Bien entendu, ça ne peut pas rester impuni et je pense que la question justement des punition concernant ce genre d'acte doit bien évidemment être étudiée très au sérieux. Il faut durcir la loi pour ceux qui agressent les élus. Bien, je dirais que les élus sont bien entendu des gens comme les autres, si ce n'est qu'ils ont un mandat de représentation qui les lie à leurs concitoyens. Mais vous voyez, quand on attaque un élu de la République, c'est quand même un signal fort. C'est celui de dire que l'on ne respecte même plus, au final, les valeurs de la République. Et donc, sans parler de durcissement, je pense que déjà les peines doivent être appliquées de manière stricte lorsqu'il s'agit de ce genre d'attaque. Mais encore une fois, voilà, ça ne concerne pas que les élus. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus avant de parler de la situation gouvernementale, nouveau gouvernement, avec un gouvernement plutôt à droite, un gouvernement que l'on dit libéral, alors là on pourra en parler un petit peu plus longuement, pas beaucoup de centre dans le gouvernement, est-ce que c'est quelque chose de regrettable ? Sur la composition du gouvernement, je pense que l'essentiel n'est pas tant de s'arrêter aux composantes, à quels sont les partis qui la composent en tant que tels, ni d'un point de vue proportionnel, ni d'un point de vue de répartition de portefeuille. Je pense que Édouard Philippe l'a très bien dit d'ailleurs, au micro de vos confrères il y a peu de temps. On est dans une situation... Et je pense que vous avez eu de nombreux invités sur ce plateau ces derniers mois. On est dans une situation quand même inédite en France. On a eu des mois de perturbations politiques, d'agitation de la scène politique très important, dû aux échéances qui étaient celles des européennes, puis de la dissolution, des législatives, de la rentrée politique. Et donc tout ça, bien évidemment, compose tout de même je dirais... une période dans laquelle finalement le pays était plutôt dans une situation labile. On n'était pas dans une stabilité politique. Aujourd'hui, enfin, on a ici le gouvernement de Michel Barnier qui, je l'espère, instaurera cette stabilité pour retrouver un vrai projet politique face aux enjeux qui sont les nôtres, face aux enjeux de la France. Voilà. On est confronté quand même à un certain nombre de sujets très importants qu'il va falloir prendre à bras-le-corps et qui, par conséquent, nécessitaient cette stabilité gouvernementale. Alors, il y a le risque de la censure, hein, on va en dire un mot aussi, parce que, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu le Rassemblement national qui est faiseur de roi, qui peut déclencher cette motion de censure vis-à-vis du gouvernement si la politique engagée ne lui plaît pas. On a aussi cette possibilité
avec le bloc de gauche qui peut déclencher également cette motion de censure. Pour l'instant, le cap n'est pas entièrement fixé puisque le discours de politique générale sera prononcé devant le Parlement par Michel Barnier le 1er octobre. Mais déjà, on a quelques pistes. On a vu peut-être une plus grande sévérité avec l'immigration en particulier. Peut-être aussi un programme qui va un peu vers la gauche, puisqu'on a entendu Michel Barnier s'exprimer à ce sujet en termes de fiscalité. Il va falloir trouver de l'argent. La situation est grave, il l'a dit lui-même. Est-ce que ce sont déjà des bonnes pistes selon vous? Est-ce qu'il y a déjà un motif de satisfaction? Alors, pour reprendre le début de la question, vous citiez le Rassemblement national qui a entre guillemets, ce pseudo-pouvoir de motion de censure. Je tiens à rappeler tout de même que il y a 577 députés à l'Assemblée nationale et que aucun groupe, aucun parti n'a eu de majorité effective permettant à lui seul une motion envers le gouvernement. Ce qui nécessiterait par conséquent un travail aussi avec le nouveau Front populaire. Et ça, je pense qu'il est bon de le rappeler, puisque quand on entend le Rassemblement national qui exercerait ce pouvoir de pression, il faut aussi rappeler que ce pouvoir de pression ne peut pas s'exercer seul et que cela nécessiterait un dialogue avec le nouveau Front populaire qui est encore en reste de la nomination, de la non-nomination de Lucie Castet. Sur les questions que vous avez évoquées, en effet, elles sont prioritaires. On a des grands enjeux, on a tout de suite des enjeux, je dirais, d'urgence, qui, s'ils n'étaient pas pris à bras-le-corps, seraient mortifères pour le pays. On a une situation budgétaire tout à fait préoccupante, et ça sera tout le fruit du travail du nouveau gouvernement. On a une situation d'un point de vue d'immigration aussi à étudier. On parle ici, bien entendu, de personnes qui, chacune dans leur singularité, dans leur parcours, en arrivent aussi, il faut le rappeler, quand on est sur des questions humaines, qui arrivent pour des raisons différentes en France. Mmh. Mais cependant, on ne peut pas prendre, je dirais, le jeu en volant comme ça. Quand j'entendais il y a quelques jours Lucie Castet dire qu'il faudrait naturaliser par exemple l'ensemble des personnes sans papier sur notre territoire, permettez-moi de vous dire, et je sens, voilà, c'est la vision de beaucoup, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Il y a une étude à faire, en effet, il y a un contrôle à exercer sans aller dans un discours extrémiste. Il faut avoir à l'esprit la valeur humaine. Exactement. Il faut avoir la valeur humaine, mais il faut aussi avoir ce principe de l'apport au pays. C'est très important. Dans la situation, on ne peut pas se permettre d'accueillir l'ensemble des populations qui souhaiteraient venir en France. Il faut aussi que l'on puisse s'embarrer le chemin bien entendu, je vais prendre l'exemple des étudiants. On a besoin d'étudiants. On a besoin d'étudiants en Erasmus. On a aussi besoin de personnes qualifiées dans certains domaines précis pour venir travailler en France. Mais on ne peut pas laisser l'immigration incontrôlée. Ça, c'est indéniable. Il faut qu'il y ait une réflexion à ce sujet au niveau de l'Europe, de l'Union européenne. Il faut que les 27 pays puissent avoir des devoirs en la matière, des obligations en termes d'immigration, en termes de répartition. Bien sûr, le monde regarde l'Europe. On a quand même un enjeu. J'étais d'ailleurs sur votre antenne à l'occasion des élections européennes dernièrement. On avait eu l'occasion de l'évoquer. Le travail européen, c'est aussi celui-ci, c'est de savoir proposer un projet qui à la fois protège les concitoyens de l'Union européenne, tout en prenant en compte sa position de force dans le monde et en proposant aussi au reste du monde finalement ce qu'on est en mesure de faire, j'ai envie de dire. Avec une vie politique qui va très vite, on l'a compris en ce moment, donc avec ces différents sujets, l'immigration, la sécurité également, préoccupation des Français. Il y a eu un signal d'alerte qui a été envoyé par les Français lors des 3 élections, en tout cas des 3 tours d'élections européennes et 2 tours des législatives, avec cette montée du Rassemblement national, on l'a vu, qui passe d'un vote
peut-être de colère à un vote d'adhésion. Là aussi, il faut être prudent, il faut essayer de comprendre ce que les Français ont voulu dire à l'endroit du monde politique, des dirigeants. Quand on a pu assister à la passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Michel Barnier, Gabriel Attal a dit quelque chose que je trouve très intéressant et que je rejoins complètement. Il disait que les Français sont malades de la politique. Et voyez-vous, c'est le sentiment, en tout cas, que j'ai, moi aussi. C'est quelque chose que j'observe en tant que référent départemental des Jeunes Horizons. On a eu une période d'agitation. On a eu une période avec énormément de discours, parfois haineux, parfois mensongers, parce que c'est important de le dire aussi, qui finalement n'ont pas amélioré les choses et n'ont pas, je dirais, amélioré la vision qu'ont les Français de la politique. Il y a une fracture aujourd'hui entre le monde politique et les Français. Et c'est exactement cette fracture qui fait mon engagement aujourd'hui chez Horizon. Parce que voyez-vous, chez Horizon, nous portons des valeurs qui sont vraies pour les Français, je dirais. Qui remettent au cœur de la scène les enjeux qui sont les nôtres sans faux discours. Il faut, quand on entend... parmi les différents partis, des projets parfois ubuesques, des projets irréalisables. Il faut être en phase aussi avec la situation du pays. Il faut être en mesure de proposer des choses qui sont réalisables et que nous étudions. C'est tout le fruit du travail. Édouard Philippe l'a dit, quand on lui demande un programme politique. Un programme, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça ne se fait pas non plus sans écouter ce qui se dit dans les autres partis. On doit être capable de dialoguer. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui manque en politique. Avec peut-être aussi vis-à-vis des partis politiques une méfiance donc des Français, des Françaises et l'envie de ne plus avoir de promesses mais du concret. On le voit aujourd'hui, les Français sont en grande difficulté pour payer leur électricité, pour se déplacer parfois. Voilà, l'inflation est passée par là et a priori, si on en croit les prochains indicateurs, ça ne va pas s'arranger. Il y a des urgences et puis il y a une politique à plus long terme. Est-ce que là aujourd'hui on a perdu la vision de la politique à long terme? Est-ce que Édouard Philippe peut représenter finalement, il a décidé de se présenter très tôt pour l'élection à la présidence de la République qui sera en 2027, mais voilà, il a fait acte de candidature. Est-ce qu'il peut incarner justement, Édouard Philippe, cette vision à long terme pour le pays? Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que il y a eu d'ailleurs beaucoup de réactions à ce sujet, qu'Édouard Philippe a annoncé qu'il serait candidat en 2027. On lui a reproché de l'avoir fait très tôt, finalement. Oui, mais voyez, c'est finalement, quand on regarde le panel politique tout de suite, ne serait-ce finalement pas le seul à instaurer un minimum de stabilité et à dire, voilà, moi je serai là, j'aurai un projet à proposer aux Français, je vois sur le long terme, voilà ce que je vais vous proposer, voilà ce qu'Horizon va vous proposer, voilà ce que les élus d'Horizon vont vous proposer. On est sur la construction d'un projet. On ne va pas annoncer du jour au lendemain de grandes mesures, parce que ces grandes mesures, elles se travaillent, elles s'étudient, et surtout, elles s'étudient dans un contexte. On ne va pas proposer aujourd'hui des mesures pour une élection présidentielle en 2027. Quel en serait le sens? 2027... En même temps, c'est loin, en même temps, c'est proche. Et pourtant, il peut se passer beaucoup de choses. On l'a vu ces derniers mois. On n'aurait pas imaginé qu'il se passe autant de choses en politique, je le pense. Donc, annoncer des mesures aujourd'hui, finalement, ça serait pour avoir un discours qui serait complètement obsolète d'ici 2027. Et donc, je pense qu'il incarne cette stabilité, qu'il l'affirme et que c'est très important aujourd'hui de l'affirmer. Il parlait au micro de nos confrères de BFM il y a quelque temps dans une interview de penser la politique et surtout d'y associer aussi ceux qui sont les plus concernés, c'est-à-dire les Françaises et Français, les électeurs, les électrices, faire du terrain. On parlait tout à l'heure des élus de terrain qui sont, ma foi, parfois agressés, mais qui sont aussi nécessaires à cette vie démocratique. Est-ce que ça passe naturellement, allais-je dire, par les élus de terrain qui peuvent faire remonter, qui peuvent relier
relier les initiatives finalement qui leur sont données, qui leur sont confiées par les électeurs, par les Françaises, par les Français, pour pouvoir créer un projet politique, pour pouvoir peaufiner un projet politique? Bien plus que nécessaire, ils sont essentiels. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de travailler au quotidien avec des élus de terrain, avec des maires, avec des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, régionaux. C'est eux qui ont cette approche du terrain, c'est eux qui ont la vision la plus juste de ce qui se passe au plus près des concitoyens. Et ça, je pense que c'est ce qui fait la force justement d'Horizon et qui fait la force de notre parti, c'est de s'appuyer sur une vision de terrain, sur être capable d'aller voir les gens dans leur quotidien et de faire des remontées sur leurs préoccupations. Aujourd'hui, vous avez des projets politiques complètement dénués de sens, qui ne pourraient être réalisés et réalisables, et qui pourtant continuent, je dirais, de vociférer, si je puis dire, dans le champ politique. Et aujourd'hui, Horizon s'appuie sur cette expertise de terrain. J'étais moi-même encore dernièrement à la rencontre d'habitants dans le cadre de mon accompagnement aux élus de terrain. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus essentiel actuellement en politique, c'est de se rapprocher des Français et d'être capable de faire remonter leurs préoccupations. Alors il y a aussi tout un volet de réflexion autour de la décentralisation, de l'autonomie, on en parle ici en Bretagne. Est-ce qu'aujourd'hui il faut donner plus de moyens financiers et plus de moyens aussi législatifs sur le terrain, ou en tout cas d'application des lois nationales sur le terrain, aux régions, aux départements, aux communautés de communes ou d'agglomérations? Bref, est-ce qu'il faut là aussi faire confiance aux élus de terrain? Mais bien sûr, je dirais... Aujourd'hui, on a une tendance à toujours vouloir généraliser. Il faut aussi regarder les territoires dans leur singularité. Vous pouvez parfois avoir des différences flagrantes entre deux territoires qui n'auront pas les mêmes préoccupations, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue climatique même, puisqu'on l'a vu. Vous allez avoir des situations parfois dramatiques d'un point de vue météorologique ou autre sur certains territoires qui ne vont pas être connus par d'autres. Et donc là, il y a une adaptation à avoir sur, je dirais, l'intégralité des champs qui font la vie politique, en redonnant cette place de force aux élus locaux. Et ça, j'y crois réellement, c'est le projet d'Horizon, c'est de s'appuyer sur ces élus. Et vous avez raison de le dire, je pense qu'il faut davantage écouter ce terrain. Et leur donner les moyens aux élus de terrain, les moyens financiers cette fois-ci, puisque on le voit, plusieurs présidents de conseils départementaux, ça a été le cas en Loire-Atlantique, c'est le cas ici dans les Côtes-d'Armor ou encore en Ille-et-Vilaine, tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on ne va pas pouvoir boucler nos budgets. Bon, la situation économique étant ce qu'elle est au niveau national, est-ce qu'il faut mieux répartir les finances, mieux rééquilibrer les budgets, aller chercher de l'argent? Et là, on a entendu Michel Barnier donner quelques pistes de réflexion aussi en disant voilà, va falloir peut-être qu'on taxe ceux qui ont plus de moyens et qu'on allège justement ceux qui en ont un petit peu moins. Bien sûr, et ça rejoint finalement la question précédente. Il est important d'écouter. On est dans une situation budgétaire et économique complexe. Certainement même plus complexe que les autres années, parce que c'est aussi les conséquences de situations particulières, on l'a tous connu. Aujourd'hui, cette situation, elle a des conséquences directes à la fois au niveau national, mais aussi sur les régions, sur les départements. Il faut pouvoir écouter les élus locaux sur ces questions-là. C'est essentiel pour pouvoir... Il faut pouvoir les concerter, il faut pouvoir les écouter pour leur permettre d'avoir le plein moyen de leur action. Bien entendu. Alors, il y a eu les propos de Bruno Le Maire, l'ex-ministre de l'économie, qui a dit que les collectivités locales dépensaient trop, pas toujours très bien. Ça a été mal perçu, ça a été perçu finalement comme une forme d'arrogance vis-à-vis là encore, de ces élus de terrain. Je pense qu'il faut rester vigilant. Encore une fois, écouter, concerter, prendre en considération ce qui vient directement du cœur de nos territoires n'est pas pour autant dire on ouvre le portefeuille et on donne pléthore d'argent sans aucune justification. Il faut tout de même rester vigilant parce que la situation financière des territoires, c'est aussi la situation financière de la France. Donc là-dessus,
deux poids, deux mesures, il faut tout de même rester vigilant sur le poids des dépenses publiques qui pèsent aujourd'hui, bien entendu, sur le portefeuille français, et tout en étant à l'écoute des territoires. Néanmoins, les propos de Bruno Le Maire ont choqué. Mais ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Vous savez, je suis persuadé, et je le vois au quotidien, les élus de terrain se donnent corps et âme dans leur mandat, dans leur fonction, pour faire en sorte que finalement leurs concitoyens puissent vivre dans de bonnes conditions, avec des services publics adaptés, avec une situation économique stable. Et donc oui, forcément, ce sont des propos qui peuvent choquer, parce qu'il peut paraître assez asymétrique par rapport à la réalité du terrain. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup de la part là encore, des Françaises, des Français qui nous interpellent, nous les journalistes, en disant oui, mais voilà, souvent les politiques sont déconnectés du terrain. Alors on entend les politiques à l'échelle nationale, en gros Paris ne comprend pas ce qui se passe dans les territoires. Là aussi, il va falloir peut-être qu'il y ait une plus grande, j'allais dire une plus grande circulation de l'information entre Paris, le gouvernement par exemple, quel qu'il soit, et là encore le terrain, les régions, les départements, voire même les communes ou les grandes villes. Ça, je pense aussi que c'est le malheureux fruit d'un jeu médiatique parfois mal tourné. Bien entendu, il peut y avoir des déconnexions. Il peut y avoir, par moment, l'impression d'un microcosme parisien. Ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas des élus de terrain. Je vais prendre un exemple précis. Vient d'être nommée Madame Françoise Gatel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises et pour qui j'ai un profond respect. C'est une élue profondément ancrée sur son territoire, qui sait de quoi elle parle, qui, lorsqu'elle a été nommée à ce ministère du commerce, de l'artisanat et de la ruralité, sait pertinemment de quoi elle parle. Et voyez, ce sont des élus de terrain comme elle qui font le jeu de la politique vraie et celle de la politique durable. J'avais envie de vous entendre aussi, il nous reste 3 petites minutes, ça va aller très vite, mais j'avais envie de vous entendre, Quentin Salambien, sur les jeunes, puisque vous représentez la jeune génération politique. J'en reçois beaucoup ici au micro de Bretagne 5, quelle que soit la sensibilité, des jeunes qui ont des visions pour l'avenir de leur pays, pour l'envie de faire bouger les lignes, alors sur beaucoup de sujets. Alors on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, parce que c'est le sujet qui préoccupe la génération qui vient, qui arrive, qui sera aux affaires bientôt. Est-ce que c'est plutôt rassurant justement de voir que les jeunes s'emparent de la politique, voire même de grandes problématiques, peut-être un peu différemment, bousculant peut-être un peu les us et coutumes par rapport à leurs devanciers. Est-ce que c'est important justement que la jeune génération, sans faire du jeunisme, puisse s'emparer de ces sujets-là et peut-être faire bouger les lignes là aussi? C'est essentiel, et c'est justement le fruit de mon engagement chez les Jeunes Horizons. Ce que je tente au quotidien de faire, c'est de dire aux jeunes que nous avons un projet, que nous avons des idées, que ces idées, il faut pouvoir en débattre, il faut pouvoir en échanger sans tomber dans les discours ni haineux, ni trop prometteurs, ni extrémistes qui sont parfois faits. Ce que je déplore et ce pourquoi je m'engage, ce sont les discours parfois extrêmes qui mettent sur le devant de la scène, et par un très très bon jeu de marketing politique, il faut l'avouer, qui mettent en avant parfois des compositions politiques qui finalement ne sont pas ce qu'il y a de plus proche de la jeunesse. Aujourd'hui, chez les Jeunes Horizons, on a très souvent l'occasion d'organiser des rencontres, des débats, des conférences, d'échanger de politique. On peut avoir des points de vue divergents, mais on en échange. Et ça, c'est ce qui fait la construction de demain, qui est très importante. Et aujourd'hui, voilà, ce que j'ai envie de dire à ces jeunes qui regardent la politique peut-être un peu de loin et qui ne s'engagent pas, c'est de dire allez-y, venez. Quelle que soit votre sensibilité, allez-y. Faites entendre votre voix, c'est très important, parce que si vous ne le faites pas, d'autres le feront pour vous et ce ne sera peut-être pas la bonne pour le coup. Un dernier mot sur justement le dialogue. On a le sentiment que la jeune génération, là encore, a plus de faculté à dialoguer justement avec d'autres jeunes qui n'ont pas forcément les mêmes orientations politiques. C'est parfois véhément. Est-ce que ça peut faire avancer les choses justement, plutôt que de se retrouver dans un non-dialogue ou un blocage idéologique ?
pour le coup, deux poids, deux mesures. Il est vrai que le dialogue est quelque chose peut-être de plus commun, je vous l'accorde, mais qui n'est pas présent chez toutes les compositions politiques, hein, je tiens à le dire aussi. Il va être parfois plus facile d'entretenir des rapports et des discussions à vocation de débat avec certains partis qu'avec d'autres. Je l'ai vécu, moi, personnellement, pendant les élections législatives, où le dialogue parfois était plus complexe quand même avec certaines compositions politiques. Mais bien entendu, c'est très important que les jeunes puissent voir aujourd'hui que oui, on débat, oui, il est possible de dialoguer, et c'est ce qui fera la construction, je dirais, viable pour demain. Voilà, un engagement est déjà sur le terrain, ou encore, allais-je dire, sur le terrain. Déjà, en vue de 2027, même s'il y a les municipales entre les deux, hein, il y aura les municipales en 2026. Les municipales seront un enjeu crucial, très important, qui enverront un signal aussi pour 2027. On parlait des élus à l'instant et de l'importance qu'ils ont sur leur territoire. Sans élus locaux, le projet national, de toute façon, ne peut pas être cohérent. Et donc, bien entendu, nous serons là en 2027 avec l'ensemble des maires d'Ille-et-Vilaine Horizon, avec l'ensemble des référents, avec l'ensemble des candidats. Nous, au niveau de la jeunesse, nous les accompagnerons autant que nous le pouvons. Nous accompagnerons et leurs pensées et bien entendu le terrain sur leur campagne. On aura l'occasion, je pense, de se revoir d'ici là, mais en tout cas, voilà, je reste persuadé qu'en effet, la jeunesse a toute sa place dans ces élections et dans ces échéances qui sont à venir. Quentin Salambien, référent Horizon Jeune en Ille-et-Vilaine, était avec nous ce matin au direct au micro de la matinale. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée à vos auditeurs. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.